Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Robert Laffont, présentent La Terre des Viales de Claude Michelet, interprété par Alain Laurence. Première partie, Cagou Creek. Assoupie dans le brouillard opaque qui sévissait depuis 2 jours, la forêt perdait ses dernières feuilles. Déjà, 1 mois plus tôt, au lendemain des premières gelées d'octobre, peupliers, charmes et frênes avaient pris leur silhouette d'hiver, grands squelettes grisâtres et griffus, entre les bras desquels feulait le vent d'est comme un chat apeuré. Et maintenant pleuraient les chênes centenaires en de longs sanglots de feuilles brunes qui ruisselaient dans les gaulis avant de se noyer dans la houle rousse des fougères pétrifiées. Presque invisible, car engoncé dans la cotonneuse gangue blême de la brume qui mangeait les roseaux et déformait les berges, l'étang du Souchet frémissait à peine sous l'étrave de la barque plate, poussée par une rame légère et silencieuse. Assis à l'avant, face aux rameurs, Félix Flaviens posa sa botte sur la tête du brochet qui frémissait encore, malgré le vigoureux coup de gourdin qu'il avait accueilli à sa sortie de l'eau quelques minutes plus tôt. « Ben alors, t'es plus capable d'assommer un brocheton ?» ironisa Jean Vial en dirigeant la barque vers la petite jetée de bois qui pointait entre les tifas, à quelques 50 mètres de là. « Cause toujours, gamin, t'iras en chercher des brochetons qui font plus de 6 livres !» lança Félix. « Enfin, poursuivit-il en souriant, je vois avec plaisir que tu sais encore tenir une rame. Tu ne t'en tires pas trop mal pour un bureaucrate. Mais depuis le temps que je ne t'avais pas vu, je pensais que tu avais tout oublié de ce que je t'ai appris. Et surtout que ma fréquentation n'était plus compatible avec ton standing. »« N'en rajoute pas, tu veux, dit Jean en arrêtant de ramer. « Bon Dieu, qu'on est bien ici. Et quel calme, soupira-t-il. Ah, ça pour le calme, approuva Félix. Enfin, c'est gentil d'avoir trouvé le temps de venir voir ton vieux cousin. Ça me fait vraiment plaisir. Et à moi donc. Si je pouvais, crois-moi, tu me verrais plus souvent, comme dans le temps. Je n'en doute pas, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut, pas vrai? Allez, ramène-nous à terre. Il est urgent de mettre ce bestiau au courbouillon si on veut manger ce soir, dit Félix en poussant du pied le brochet maintenant inerte. Alors tu dis que tout va bien à Saint-Libéral ? Demanda Jean en replongeant la rame dans l'eau. Il savait que, depuis bientôt 10 ans, et à la Toussaint, son cousin descendait en Corrèze pour aller se recueillir sur la tombe de sa mère, Louise, née Vial. Et Jean ne doutait pas que Félix en profitait aussi pour aller saluer tous les Vial qui reposaient là, toutes ces générations d'Édouard, sans oublier surtout son vieil oncle et ami, Pierre-Édouard, parti depuis 10 ans, un jour de mai 1977. De même, n'oubliait-il pas d'aller s'incliner sur la tombe de Léon Dupuch et sur celle de Paul Vial. Enfin, pour la première année, sur la plus fraîche, celle qu'il avait fallu ouvrir pour Berthe Vial, morte en juin 1987 à l'âge de 94 ans. Berthe Vial, l'indomptable, l'indomptée, la résistante, la rescapée des camps d'extermination, qui était partie, avec un dernier clin d'œil facétieux, foudroyée par une rupture d'anévrisme au matin du 18 juin. « Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès », avait murmuré Félix devant la tombe ouverte. « C'est du tout Berthe, ça. Non seulement elle est morte un 18 juin, mais en plus, elle est partie comme l'a fait le général, aussi subitement et proprement. »« Alors, Saint-Libéral, » insista Jean. « Comme je te l'ai dit, ça va. Du moins, ça a l'air. Mais tu sais, j'ai connu plus gai comme époque que celle de la Toussaint pour aller là-bas. Ils avaient le même brouillard qu'ici, en plus froid. Et oncle Jacques, et Costeroche. Là, ça semble bien tourné du point de vue boulot. Le problème, c'est que ton oncle Jacques ne rajeunit pas et que le travail ne manque pas. Mais le troupeau est magnifique. Ton cousin Dominique peut être fier de son idée. Je sais, dit Jean, soudain songeur au souvenir de tous les étés qu'il avait jadis passés à aider son oncle à travailler les terres des Viales. « Et bonne maman Mathilde ?» reprit-il.
Elle tient la route, enfin à première vue. Tu sais, elle va sur ses 88 ans, alors... Et puis le départ de Berthe l'a beaucoup touchée. Sans Berthe, la vieille maison Vial manque de fantaisie et d'animation. Heureusement que tante Yvette est là et en bonne santé. Ça lui fait quel âge maintenant? 3 ans de plus que moi, c'est-à-dire 80. Et ne te crois pas obligé de dire que je ne fais pas mon âge, s'amusa Félix, en voyant le froncement de sourcils de son jeune cousin. Je n'ai rien dit, moi, lança Jean en poussant la barque le long de la jetée. Il l'amarra, sauta à terre et tendit la main à Félix. Allez, l'ancêtre, tâche de ne pas tomber à l'eau, ce n'est plus de ton âge. Je te souhaite d'y arriver, en pas plus mauvais état que moi, dit Félix, qui s'accrocha quand même à la main tendue. Mais toi, tu as toutes tes chances de finir centenaire, ajouta-t-il malicieusement. Ce n'est pas ton travail de rond de cuir qui va t'épuiser. Arrête un peu, tu veux. Si tu crois que ça m'amuse, dit Jean en s'engageant dans le sentier qui, à travers la futaie, filait vers la petite maison de Félix, perdue dans le brouillard, à quelques 500 pas de là. Ne m'en veux pas, tu sais bien que j'ai toujours été un peu taquin avec ceux que j'aime bien. Je sais. Et puis de toute façon, ce n'est pas ta faute si j'en suis là. Bah, tu as encore toute la vie devant toi. C'est ce qu'on dit. Mais en attendant, le temps passe et le rêve s'éloigne. Michel savait que Jacques appréciait beaucoup les enquêtes du commissaire Maigret. Aussi s'étonna-t-elle lorsque son époux abandonna son fauteuil et enfila sa veste de travail et ses bottes. « Elle ne va quand même pas te faire passer la nuit ?» s'inquiéta-t-elle. « Mais non, je t'ai dit que tout irait bien. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est déjà fait, et le veau est en train de téter. Allez, à tout de suite, tu me raconteras la fin. De toute façon, Maigret gagne toujours, dit-il en sortant. Le froid le saisit dès qu'il eut quitté l'abri du porche, et un méchant vent d'est, coupant comme du verre, l'incita à relever le col de sa veste. Bon sang, grommela-t-il, on se croirait en plein hiver. Pourtant, on n'est même pas à la mi-novembre. Qu'est-ce que ce sera en février? C'est en courbant le dos pour mieux résister à la bourrasque qu'il parcourut les 30 mètres qui séparaient la maison de l'étable. Il s'engouffra dans le bâtiment, alluma et soupira d'aise. Ici, au moins, la température était tiède, grâce aux bêtes qui couchaient là. 12 solides taurillons et 15 génisses. Mais aussi 35 vaches limousines, dont la plus belle, primée 2 ans plus tôt au Salon de l'agriculture de Paris, dépassait les 800 kilos. Presque toutes étaient inscrites au Herd Book, et leurs produits, élevés avec tous les soins que méritent les bêtes sélectionnées, étaient de bon rapport. Certains même partaient pour l'exportation, et comble de l'honneur et du bonheur pour Jacques, depuis l'année précédente, outre les sujets expédiés en Argentine et au Chili, 3 taurillons de 12 mois avaient été achetés par les propriétaires de cette immense société d'élevage de Nouvelle-Calédonie que gérait Dominique Vial depuis bientôt 10 ans. Une exploitation de plus de 3000 hectares sur lesquels croissaient, suivant les saisons, entre 1500 et 1800 têtes de bétail. Des limousines, bien sûr. Des bêtes dont certaines avaient besoin d'un sang neuf, ce qui expliquait pourquoi Dominique, en excellent éleveur et bon gestionnaire, faisait désormais venir des reproducteurs de France. Alors, pourquoi pas de Corrèze, et plus spécialement de Saint-Libéral, puisque l'élevage de Jacques Vial, développé à la fin des années 70 grâce aux idées novatrices de son fils, était désormais classé parmi les meilleurs de la région. Tiens, comme prévu, elle avait les sans problème, pensa Jacques, dès qu'il entendit le doux meuglement un peu tremblé de la mère appelant son veau. Il était là, derrière la vache, encore tout humide mais déjà debout, titubant sur ses pattes largement écartées, et qui soufflait avec énergie pour expulser les glaires qui encombraient ses narines. « Sacrée belle bête !» constata Jacques, avant de pousser délicatement le nouveau-né vers le mufle de sa mère, folle de désir d'effectuer au plus vite, à grands coups de langue, la toilette de son rejeton. « C'est bien, » dit-il en caressant doucement le large dos de la limousine. Puis il alla chercher une bouteille d'alcool à 90 degrés dans la petite pharmacie de l'étable et désinfecta le cordon ombilical du nouveau-né. Cela fait, il retira le placenta qui souillait la litière, éparpilla une demi-botte de paille derrière la vache et guida le veau, déjà affamé, vers le pis gonflé de colostrum. Il calcula qu'il faudrait au moins un bon quart d'heure au veau pour étancher sa soif, et qu'il avait donc tout le temps d'aller annoncer à Michel que tout allait pour le mieux.
Dommage que tu ne puisses rester dormir ici, comme dans le temps, dit Félix, en débarrassant la table. Impossible, assura Jean. Nous avons une réunion de cabinet à 8 heures demain matin. Tu veux une goutte de prune? C'est toujours ton oncle Jacques qui m'approvisionne. Elle est fameuse. Non, merci. Tu sais maintenant, avec l'alcotest, tu ne pars pas tout de suite quand même. Non, d'ici une bonne demi-heure. Ça ira très bien. Je serai à Paris vers minuit. Et grâce à cet après-midi de véritable oxygénation, je dormirai comme un ange. Toujours seul? Plaisanta Félix. Bah, ça dépend des soirs et de mon travail, s'amusa Jean. Il eut mal pris ce genre de réflexion de tout autre que Félix. Mais venant de lui, il pardonnait, car si le vieil homme était son cousin issu de Germain, il était aussi presque un grand-père pour lui, car un demi-siècle les séparait. Il était vrai surtout que depuis l'âge de 15 ans, et aussi souvent qu'il l'avait pu, Jean, le petit Parisien du 7e arrondissement, fils de Guy Vial, avocat bien connu du barreau de Paris, n'avait jamais manqué une occasion de venir passer un week-end dans la petite maison forestière de Félix, nichée entre étang et futaie, à 12 kilomètres de Mézières-en-Brenne. Là, grâce à Félix, et pendant que son père et ses amis chassaient alentour, Guy était toujours actionnaire de 600 hectares de parcours, il s'était initié à la pêche, à l'ornithologie, à la botanique. Et c'était bien là aussi, sans doute, qu'avait germé en lui cette idée, pour le moins saugrenue, voire insensée aux yeux des gens sérieux, de devenir un jour éleveur. Encouragé par son grand-père, Pierre-Édouard, de son vivant, mais aussi par son cousin germain Dominique, déjà ingénieur agronome et qui l'avait poussé à suivre la même voie que lui, il était presque arrivé à ses fins. Presque, mais pas plus. Et c'était là qu'était son problème. Car si, jeune ingénieur agronome et major de sa promotion, il avait, comme son cousin, bourlingué pendant 3 ans à travers le monde, au service d'une multinationale de l'agroalimentaire, la SIDFG, Société internationale de distribution des féculents et des céréales, il était aujourd'hui loin d'être à la tête de cette ferme d'élevage dont il avait rêvé dans son adolescence. Plutôt lassé par le manque d'intérêt de son travail dans l'agroalimentaire, c'est presque par défi, mais aussi parce qu'une de ses amies l'avait recommandé, qu'il avait accepté d'entrer 18 mois plus tôt dans le cabinet du nouveau ministre de l'Agriculture. C'est une expérience comme une autre, avait-il dit à l'époque à Félix. Et puis là, au moins, on sait que ça ne dure jamais très longtemps. Depuis, il remplissait son emploi du mieux qu'il pouvait, mais sans véritable passion. Ballotté entre la rue de Varennes et Bruxelles, contraint aussi de représenter parfois son ministre dans nombre d'assemblées générales, manifestations diverses, colloques ou autres comices agricoles, il ne s'ennuyait pas, mais ne s'exaltait guère. Et s'il n'en était pas encore à penser qu'il perdait son temps, du moins estimait-il de plus en plus souvent qu'il devait être possible de mieux l'employer. Heureusement, il arrivait parfois que ses obligations et ses déplacements le rapprochent de ce petit havre où vivait Félix. Dès son rôle de représentation accompli, il s'éclipsait. Cela lui permettait pendant quelques heures d'oublier tous ses dossiers. Mais c'est alors que lui revenait immanquablement en mémoire cette promesse qu'il s'était faite vers l'âge de 15 ans. Un jour, je serai éleveur. Je ne sais pas où, ni comment, mais je le serai. Ce projet ne l'avait toujours pas quitté. « Tu ne m'as même pas dit ce qui t'avait amené dans le coin, » dit Félix, tout en plongeant les assiettes sales dans la bassine à vaisselle. « Attends, je vais t'aider, » proposa Jean. Il prit un torchon, commença à essuyer les couverts déjà rincés. « Pourquoi je suis là ? Bon, une corvée. Il fallait absolument qu'un membre du cabinet soit présent au congrès annuel des céréaliers de France. Cette année, c'était à Châteauroux, alors tu penses, si je ne me suis pas fait prier. C'était bien ? Bon, toujours la routine, et surtout les mêmes revendications. Pourtant, les gros céréaliers ne sont pas les plus à plaindre, tant s'en faut. Et ton travail au ministère, toujours le même ? Oui. Tiens, après-demain matin, je file une fois de plus à Bruxelles. Ça va encore être la grosse bagarre avec nos enfoirés de partenaires. Tu n'as pas idée de quoi sont capables tous ces voyous. Bah dis donc, s'ils t'entendaient, pas de risque. Moi, je prépare juste les dossiers pour le ministre et ensuite j'écoute et je prends note. Mais je n'ai pas un mot à dire. Pourtant, crois-moi, quelquefois, quand je me laisse aller à penser aux derniers agriculteurs de Saint-Libéral, à ces malheureux bougres qui s'accrochent encore, j'ai envie de leur mettre des baffes à tous ces abrutis d'eurocrates. Bigre, tu es sacrement remonté.
Heureusement que ça ne sort pas d'ici, dit Félix en posant les assiettes sur l'égouttoir. Bon, si ça se trouve, je le leur dirai un jour. J'en serai quitte pour démissionner aussitôt, et alors? Vu comme ça, d'accord. Non, mais c'est vrai, tu n'as pas idée, insista Jean. À entendre certains, j'ai souvent l'impression d'avoir affaire à des gens qui ne pensent qu'à détruire notre agriculture. Tiens, surtout ces faux culs de Bataves. Ça a tout de suite un pays grand comme un mouchoir de poche, et ça vous a des prétentions hégémoniques ahurissantes. Ils passent leur temps à nous chicaner, et nous inondent en plus avec leurs foutus légumes de serre qui ne valent pas un clou. Je te jure, il y a des claques qui se perdent. Enfin, ce que j'en dis. Tu m'as l'air en pleine forme, s'amusa Félix. Et tes amours? Le taquina-t-il à nouveau, car il savait depuis longtemps que Jean était un bourreau des cœurs. Il est vrai qu'il était bel homme, grand, bien charpenté, avec un visage ouvert, et ce regard marron-noir de sa grand-mère. Les amours? Pas de problème, de ce côté ça va. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Insista Félix. Et ne tergiverse pas, tu veux? Ça fait 15 ans que tu viens, et je commence à connaître tes intonations de voix. Là, tu as quelque chose qui passe mal. Tu en parles si tu veux, ou tu joues les carpes, mais ne me dis pas que je me trompe. C'est grave? Mais non, et je suis sincère. Simplement, et tu le sais, ce que je fais au ministère ne m'excite pas beaucoup. Et puis, il faut que je me prépare un point de chute dans les 6 mois qui viennent. Pourquoi? Tu vas te faire vider? Oh, note qu'avec tes propos. Non, pas vider. Mais je te rappelle que nous avons des présidentielles l'an prochain, d'où chambardement dans les ministères. Pas pour les fonctionnaires. Ils sont aussi accrochés à leur poste que des tiques sur le dos d'un chien, ce qui explique d'ailleurs que bien des dossiers soient définitivement bloqués. Mais nous, la piétaille, comme disait je ne sais plus qui, on saute à tous les coups. Tu as des idées de reclassement? Jean hocha la tête, essuya lentement l'assiette qu'il venait de prendre. Peut-être. J'ai reçu une longue lettre de Dominique. Oui? Eh bien, le gars qui gère une entreprise voisine de la sienne arrive en fin de contrat l'an prochain. Il a de gros problèmes de santé et ne veut pas rempiler. Alors, je ne te fais pas de dessin pour la suite. Bigre, s'amusa Félix. Tu veux dire que toi aussi tu irais t'installer en Nouvelle-Calédonie? Avec 2 viales sur ce caillou, les pauvres gens du cru n'ont pas fini d'en baver. Tu trouves qu'ils n'ont pas assez d'ennuis comme ça en ce moment? Ne t'excite pas, il n'y a encore rien de fait. C'est juste une idée en l'air. Dominique m'a simplement demandé une réponse pour fin février, début mars. J'ai le temps de cogiter. Mais je ne te cache pas que la proposition m'intéresse. Il jeta un coup d'œil à la grosse pendule à poids et balancier qui chantait dans le coin de la pièce. « Bon Dieu, déjà 10 heures, tu m'excuses, mais il faut que je parte, dit-il en enfilant son veston. Et encore merci pour ton accueil. Je te reverrai un de ces jours. Qui sait, dans 1 mois ou dans 6, je ne peux rien prévoir. Tiens-moi quand même au courant de tes projets. Enfin, si tu en as envie, dit Félix en l'accompagnant jusqu'à la porte. Promis, dit Jean en lui serrant la main. Il sortit et s'engouffra dans sa GS. Tu vois, comme prévu, tout s'est bien passé, dit Jacques en enlevant sa veste. Il faillit ajouter que le veau était très beau, mais se tut dès qu'il comprit que Michel s'était assoupi, tassé dans son fauteuil. Devant elle, sur l'écran, Maigret Jean-Richard tapotait sa pipe en expliquant l'air bonasse à celui que Jacques supposa être le coupable, comment il s'était trahi. « Chérie, tu devrais aller au lit, dit Jacques doucement et en s'approchant. Il vit qu'elle dormait profondément, mais remarqua surtout les mauvaises rides qui lui striaient le visage. Même au repos, sa femme restait soucieuse, inquiète. Et fatiguée aussi, pensa-t-il, en éteignant le poste. Qu'elle soit épuisée n'avait rien d'étonnant, car outre le travail habituel que lui donnait l'entretien de la maison et de la ferme, elle aidait Jacques autant qu'elle le pouvait. Elle avait, depuis la veille, commencé le gavage de 25 oies, tâche astreignante et peu ragoûtante qui, pendant 3 semaines et 2 fois par jour à heure fixe, la verrait, gaveuse automatique en main, passer d'une oie à l'autre pour injecter dans le jabot de chacune un savant mélange de maïs gonflé à l'eau tiède, de pommes de terre cuites, le tout lié par quelques cuillères de lait en poudre. Grâce à quoi, début décembre, elle pourrait vendre ses premiers foie gras, juste avant d'entreprendre le forçage d'un nouveau lot de 25 bêtes. Et il en serait ainsi jusqu'à la mi-février. « Mais quel travail !» disait souvent Michel.
Heureusement que c'est de bons rapports, ajoutait-elle pour se donner du courage. Il était vrai que les quelques 120 à 130 kilos de foie qu'elle vendait par an apportaient une bonne bouffée d'oxygène dans une comptabilité de ferme toujours à la limite de l'équilibre. Car tout ce que Jacques et elle avaient mis sur pied depuis 10 ans, et à l'instigation de Dominique, n'avait pu se faire sans de solides investissements. Et si, grâce à quelques bonnes relations et à sa notoriété, Jacques, malgré son âge, n'avait pas eu trop de mal à obtenir de nouveaux prêts du Crédit Agricole, il n'en était pas moins encore tenu, et pour 2 ans, de rembourser des annuités qui n'étaient pas légères. Aussi, même si grâce au changement de cap effectué dans le sens de la qualité plutôt que dans celui de la quantité, Michel et lui avaient pu jusque-là garder la tête hors de l'eau, ils devaient toujours veiller à ce que les charges financières qui pesaient sur leurs épaules ne les entraînent pas vers le fond. Elle a vraiment commencé sa nuit, pensa-t-il, en observant toujours le visage de sa femme. Outre les mauvaises rides qui abaissaient les coins de sa bouche et creusaient son front, l'inquiétude qui la taraudait depuis plusieurs années avait aussi, de mois en mois, jeté de grosses mèches grises dans sa chevelure si sombre, jadis. Dans le temps, elle était châtain foncé, se souvint-il avec attendrissement. Dans le temps, quand on se donnait rendez-vous entre Perpezac et Saint-Libéral, au pied du Puy Blanc. Quand je songe que nous avons 41 ans de mariage depuis le mois dernier. Après toutes ces années, la pauvre petite aurait pourtant droit à un peu de repos et de tranquillité. Au lieu de ça, elle se ronge les sangs. Ah, sacré gosse. Et encore, si c'était toujours des gosses, ils nous donneraient moins de soucis. Car lui aussi, tout en essayant de se montrer rassurant et optimiste, était souvent assailli par de lourdes bouffées d'inquiétude. D'abord à cause de Françoise. Pourtant, le ciel leur était témoin que jusqu'au début de l'année, leur fille ne leur avait donné que des satisfactions. Après d'excellentes études, elle avait choisi la voie de la recherche, travaillait depuis plus de 10 ans dans un laboratoire de l'INRA, spécialisé en zootechnie, et gagnait correctement sa vie. Seule petite ombre au tableau, surtout aux yeux de sa mère, qui rêvait d'avoir fondé un foyer, elle n'avait jamais envisagé de perdre la belle indépendance que lui donnait son célibat. À tel point que, soucieuse de préserver sa liberté, et aussi peut-être pour ne choquer ni ses parents ni sa grand-mère Mathilde, jamais elle n'était venue à Saint-Libéral accompagnée d'un quelconque compagnon. Et si Jacques et Michel n'étaient pas dupes quant à la façon dont elle gérait sa vie privée, du moins ne s'en était-il jamais mêlé. Jusqu'au printemps précédent, car là, vraiment, Françoise avait été trop loin, poussant Jacques à sortir de sa réserve et à exploser dans une de ces colères dont les Vial avaient le secret. Passe encore qu'elle ait une liaison avec un de ses collègues de laboratoire, c'était somme toute très banal, pour ne pas dire logique. Mais là où le bas blessait, c'était que le monsieur en question avait 26 ans de plus qu'elle, qu'il était marié, père de 2 filles, dont l'aînée avait 2 ans de plus que Françoise, et qu'il s'était mis dans la tête de divorcer et de l'épouser. Et ça, pour Jacques et Michel, c'était inacceptable. « Ta fille est folle à lier !»« Folle !» avait grondé Jacques en apprenant la nouvelle. « Non, mais tu te rends compte ? Cet abruti dont elle s'est amourachée a exactement ton âge. Tu te vois avec un gendre de 62 ans ? C'est de la démence pure et simple. Bon Dieu, je sais bien qu'on vit dans une époque de dingue, qu'on peut s'attendre à tout et qu'il faut, paraît-il, être tolérant et laisser tout le monde coucher avec tout le monde. Mais là, c'est trop. Je te fous mon billet et tu pourras prévenir ta fille que si ce type ose venir ici avec elle, il repartira plus vite qu'il ne sera arrivé, et avec mon pied dans les fesses en prime. Incroyable une histoire pareille. » Depuis, Françoise n'était pas revenue chez ses parents. Tout au plus, entre 2 trains, était-elle descendue à Saint-Libéral pour l'enterrement de sa tante Berthe. Mais elle n'avait alors touché mot de sa liaison à personne, ni même pris la peine de monter jusqu'à Costeroche. Et cette situation minait Michel. « Et moi aussi, d'ailleurs, s'avoua-t-il. Mais bon sang de bon sang, comme si on avait besoin de ce genre de bêtises pour nous gâcher l'existence, et comme si Dominique ne suffisait pas, à lui seul, à nous inquiéter. » Si l'aventure de Françoise leur était moralement odieuse, les soucis que leur donnait leur fils étaient autrement plus oppressants, plus douloureux. Et ce, quoi que leur raconte Dominique à travers ses lettres, ou parfois par téléphone. Bien entendu, à l'en croire,
Mais pour ce faire, il eût fallu ne point regarder les informations télévisées ni lire les journaux. Tout allait bien là-bas, aux antipodes, en Nouvelle-Calédonie. En fait, il fallait avoir un culot monstre pour oser prétendre que ni Béatrice, ni leurs 2 gosses, ni lui-même, ne couraient le moindre risque. Les dernières graves émeutes, complaisamment relatées par les journaux télévisés, remontaient à moins de 15 jours, et elles avaient été d'une violence peu commune. Et même si elles s'étaient, paraît-il, cantonnées à la périphérie de Nouméa, rien ne prouvait que le reste du territoire n'allait pas s'embraser à nouveau, s'enflammer comme 2 ans plus tôt lorsque, après la mort d'Éloi Machoro et les violences qui avaient suivi, l'état d'urgence avait été proclamé pour 6 mois. Or, malgré cela, Dominique, dans son dernier appel téléphonique, avait affirmé qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter. Le référendum a été brillamment emporté par les anti-indépendantistes. Alors les autres râlent un peu, c'est normal. Mais rassure maman, ici, tout est calme. Ici, avait compris Jacques, c'était ce qu'ils appelaient là-bas une station, cette ferme de 3000 et quelques hectares qui s'étendait sur la côte ouest de l'île, à une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Nouméa. C'était là, au lieu dit Kagou Creek, que Dominique, Béatrice et leurs enfants, Pierre et Pauline, vivaient depuis bientôt 10 ans. Et le comble, c'est qu'ils se plaisent dans ce pays. La preuve, malgré les événements, ils n'envisagent pas de rentrer en métropole. On ne les a pas vus depuis 2 ans. On ne les reverra pas avant l'été prochain. Ils vivent dans un bled où les gens ne rêvent que de s'étriper, et il faudrait en plus qu'on ne s'inquiète pas. Et il en a de bonnes, le fils, soupira-t-il, en posant doucement la main sur l'épaule de Michel qui dormait toujours. Elle sursauta et s'éveilla. « Oh, je crois que je me suis un peu endormie, » murmura-t-elle d'une voix pâteuse. « Et la vache ?»« Ça va, comme prévu, le veau est né tout seul, sans problème. Mais va vite au lit, tu es morte de fatigue. Allez, va, je vais rattacher le veau et je te rejoins. » Il se pencha vers elle, l'embrassa et ressortit dans la nuit après avoir allumé la cour. Habitué, il ne sursauta pas lorsque le chat huant qui nichait dans la grange, dérangé dans son affût, cria comme un damné. Sûr de sûr, si je surprends un jour un de ces salauds en flagrant délit, ma parole, je lui ferai passer le goût du beefsteak, gronda Dominique en chassant rageusement les grosses mouches vertes qui bourdonnaient autour de lui. Vu son état et son odeur, ça doit faire au moins 2 jours qu'elle est là, évalua Christophe Noailly, le métis blanc-jaune qui avait conduit Dominique sur les lieux de sa peu réjouissante découverte. Une magnifique génisse limousine de 400 kilos, abattue d'une balle de gros calibre en pleine tête, et dont les pillards avaient tranché à la machette et emporté les 2 cuisses et une épaule. Quant au reste, il commençait à pourrir sous le chaud soleil de novembre. Oui, approuva Dominique, ils ont dû faire ça à vendredi, en prévision des agapes de samedi soir. Ils ont beuglé et fait un chahut du diable une partie de la nuit. Le vent portait et on les entendait de chez nous, malgré les 4 kilomètres qui nous séparent. C'est dire la fiesta. Vous croyez que ce sont les mecs d'Amédée Coutia qui ont fait ça ? Pas la moindre preuve, mais beaucoup de présomption. Ce sont quand même eux les plus proches du stock, assura Dominique. Depuis qu'il gérait la société d'élevage de Kagou Creek, dont le principal actionnaire s'intéressait également à l'exploitation du nickel, Dominique s'était mis au vocabulaire local. Et si au début de son installation sur le caillou avec femme et enfants, Pauline était née 2 ans plus tard, ils avaient eu droit au sobriquet de métro, et puis encore de zozo, qualificatif réservé à tous les nouveaux venus, ce temps était révolu. Au fil des ans, Béatrice et lui, mais surtout les enfants, s'étaient pliés aux expressions du cru, à cette espèce d'argot issu d'un mélange d'anglais et de dialecte vernaculaire, le tout revu et enrichi par l'apport de quelques mots propres à la marine. Et lorsqu'il parlait d'un stock, c'était bien d'un troupeau de bovins qu'il s'agissait. D'ailleurs, n'était-il pas devenu lui-même un stockman, qui presque chaque jour enfourchait sa jument pour superviser l'avance des travaux, la croissance des récoltes, le bon état du cheptel et la solidité des clôtures qui fermaient l'ensemble des 3000 hectares. « Bon, on rentre, décida-t-il en remontant à cheval. Tu vas venir chercher le John Deere à pelle et tu remonteras jusque-là pour enterrer cette charogne. Pense à prendre un sac de chaux. Et ne mégote pas sur la profondeur du trou. Tiens, tu le feras là-bas, dit-il en désignant une petite clairière qui s'ouvrait entre les niaoulis et les faux mimosas.
N'oublie pas non plus de récupérer sa boucle d'oreille et de relever son numéro. Moi, de mon côté, je vais aller dire 2 mots à ce pirate d'Amédée Coutia. Il feindra d'être étonné de ma visite, mais je te parie qu'il m'attend. » Pendant les premières années de leur séjour, Béatrice n'avait pas disposé de beaucoup de temps libre. Prise par les soins aux enfants, auxquels s'ajoutait une partie de la comptabilité de la station, puis plus tard la classe qu'elle avait faite à Pierre et ensuite à Pauline, ses journées étaient souvent remplies au-delà du raisonnable. Mais depuis maintenant 2 ans que les enfants étaient scolarisés à Boulou-Paris, à 30 kilomètres de là, elle était beaucoup plus libre. Malgré cela, elle aurait tout à fait pu se dispenser d'entretenir le jardin, comme elle le faisait. Vu la masse du personnel employé par la station et dont les logis s'élevaient à 500 pas de la maison de maître, Dominique eût pu, sans aucun problème, confier le travail à un jardinier. Mais parce qu'elle détestait perdre son temps et qu'elle n'envisageait pas de passer toutes ses journées à bronzer sur une chaise longue, elle avait décidé de prendre en charge le soin du terrain qui entourait la maison. Elle aimait beaucoup ce petit parc chatoyant, dans lequel se mêlaient, en une exubérance folle, les massifs de bougainvilliers et de lantana, les flamboyants, cocotiers et bananiers, les banians et tant d'autres arbres et arbustes propres à la flore si riche de l'île et où se poursuivaient les merles des Moluques et les guêpiers. Au centre du jardin, desservi par une longue allée bordée de pins colonnaires, s'élevait une grande demeure de type colonial, aux toits de tôle rouge, aux murs d'agglomérés blancs, qu'encerclait une véranda bien protégée du soleil par des volets de lames ajourées. Située à environ 15 kilomètres au nord de la Tontouta, traversée par la rivière du Cagou, étrange et rare oiseau local dont l'effigie orne le blason de Nouméa, et à 20 kilomètres de la baie de Saint-Vincent, Cagou Creek jouissait d'un calme absolu. En effet, la maison bâtie presque au centre du domaine était suffisamment éloignée des corrals, des stockyards, comme disent les autochtones, pour que les mugissements lancinants des vaches séparées de leur progéniture au sevrage ne soient perceptibles que par grand vent. De plus, outre une solide clôture de bois, elle était cernée par plusieurs centaines d'hectares uniquement réservés à la culture des fourrages et des céréales. Grâce à quoi Dominique et Béatrice ne risquaient pas de voir leur parc envahi par un de ces troupeaux en vadrouille qui, parfois, pendant les plus chaudes journées de l'été austral, brisaient les clôtures et fonçaient au grand galop vers les points d'eau. Bien que tout occupée à déplacer un des petits canons à eau avec lequel elle rafraîchissait les massifs, la rivière du Cagou autorisait cet arrosage grâce à une installation mise en place par Dominique, Béatrice comprit, au galop de son cheval et à sa façon de sauter à terre, que son époux était de retour. « Je suis là !» lança-t-elle en s'avançant vers l'écurie. « Ça va ?»« Ah non, ça n'a pas l'air » ajouta-t-elle dès qu'elle le vit. En sueur, car la température était déjà très élevée pour cette mi-novembre, son chapeau de cuir, tout auréolé de transpiration rabattu sur les yeux, il avait son visage des mauvais jours, celui qu'il prenait lorsqu'un problème le tracassait. « Oh, s'il avait un colt à la ceinture, on jurerait qu'il tourne un western, » sourit-elle, en observant la dégaine de son époux qui, chemise ouverte sur son torse bronzé et ruisselant, son jean brun de poussière et ses bottes, attachait sa jument blanche d'écume à l'ombre d'un chêne rouge et commençait à la déceler. Mais elle se tut, car il était manifeste que son humeur ne l'inclinait pas à la plaisanterie, fût-elle gentille. « Tu as l'air d'avoir une belle soif. Je vais te chercher une bière, dit-elle. » Et elle partit vers la maison. Depuis qu'elle partageait son existence, elle avait appris, parfois à ses dépens, qu'il n'était pas bon, ni prudent, d'essayer d'extirper de Dominique le pourquoi de ses coups de colère. Mieux valait attendre qu'il parle de lui-même, qu'il s'explique à son heure et quand il le jugeait nécessaire. Comme il n'en avait pas toujours envie, il n'était pas rare que la personne trop curieuse serve d'exutoire et voie se déverser sur elle tout un tas de reproches, parfaitement injustifiés, mais saignants. Béatrice ne s'offusquait plus depuis que Mathilde, la grand-mère de Dominique, lui avait expliqué que son petit-fils tenait ce fichu caractère de son arrière-grand-père Jean-Édouard, de son grand-père Pierre-Édouard, et même de son arrière-grand-oncle Léon Dupoche. « Tu vois, ça a sauté une génération, » lui avait-elle dit un jour en riant. « Parce que tu sais, ton beau-père, Jacques,
Eh bien, il est quand même plus calme, lui. Oh, il y va bien quelquefois de ses éclats de voix, mais ça n'a rien à voir avec ceux des autres viales. Dans ce cas, crois-moi, ma petite, patiente le temps que ça se tasse, mais surtout ne t'en occupe pas trop. Une colère viale, tu sais, ça peut aller très loin et faire très mal. Et ça peut durer des années, avait-elle ajouté pour elle-même. Des années. Mon pauvre Pierre, cette pauvre Louise, et Berthe aussi, en savaient quelque chose. Bon, peut-être qu'il va s'expliquer maintenant, pensa Béatrice en revenant vers lui. Elle lui tendit une canette, ainsi qu'une serviette éponge. Bouchonne-toi, comme ta jument, tu es en nage. Il vida la bouteille sans reprendre souffle, s'épongea le torse et le visage. Tu sais, un jour ou l'autre, je vais me payer un de ces connards et au diable l'incident diplomatique. Je vais pas laisser décimer le troupeau par cette bande de braconniers pouilleux. Mila Dio, copot pas dura rasdital, ségur. Là encore, malgré son envie de pouffer, Béatrice dut se retenir de relever la dernière phrase. Car comble du mimétisme, Dominique, qui, contrairement à ses pères et grands-pères, n'avait jamais pratiqué le patois corrézien, c'eût été peu prisé lors des études qu'elle avait poursuivies, était capable d'émettre en cet idiome un flot d'incongruités, lourdes de jurons et de grossièretés dont il n'était pas nécessaire de demander la traduction. Mais tout en gardant toujours le silence, elle approuva de la tête. Elle avait compris. Depuis maintenant plusieurs années, surtout depuis le début des troubles qui secouaient périodiquement le Caillou, il était fréquent que quelques stockmen de la station, à la recherche des bêtes qui s'égaraient parfois dans la montagne, découvrent la carcasse d'une vache ou d'un bouvillon abattu et amputé d'une partie de sa viande. À en croire les vieux broussards, ceux qui pouvaient se targuer d'avoir un ancêtre bagnard politique, ou, beaucoup plus rare à les entendre, garde-chourme, Dominique pensait que le pourcentage devait être presque le même, mais qu'il était beaucoup plus glorieux de se recommander d'un communard que d'un maton. Ce genre de vol avait toujours eu lieu. Comme de toute façon, il était quasiment impossible de retrouver les coupables, ils se perdaient en forêt et s'étaient bien souvent rempli la panse avant même la découverte de leur forfait, tout ce que pouvait faire le patron du stock était d'aller avertir le chef de la tribu la plus proche qu'il était fin fâché, car se dire très en colère, c'était à coup sûr passer pour un zozo, et qu'il allait porter plainte. Personne n'y croyait, mais le lésé pouvait au moins espérer que pendant quelque temps, les pillards iraient puiser dans le stock du voisin. Mais là, Dominique avait de bonnes raisons de laisser exploser sa hargne. Depuis le début de l'année, c'était la 4e bête qu'on lui exécutait. C'était trop, beaucoup trop. Et en plus, là-haut, et comme partout d'ailleurs vers le mont de l'Aiguille d'où je viens, c'est bourré de cerfs, des hardes entières de bestiaux gras comme des loches et faciles à tirer. Mais penses-tu, ces fumiers préfèrent bousiller nos bêtes? Tu me diras, vu leurs lois, leurs coutumes et tout le Bataclan, certains estiment qu'elles sont à eux. Alors, pourquoi se gêneraient-ils? Ah, je te jure, il y a des jours où j'en ai plein les bottes de ce pays. Bon, décida-t-il plus calmement. Je vais aller me changer de chemise. Celle-là est à tordre. Et j'irai ensuite voir ce faux derche d'Amédée Coutia. Tu penses que c'est quelqu'un des siens? J'en suis presque certain, mais comme je ne peux pas le prouver. Le principal est que leur téléphone Canac fasse son office. Ceux des autres clans sauront que nous surveillons de près notre stock et que nous sommes tout aussi prêts à le défendre. Ça les rendra peut-être moins imprudents pour un temps. Pourquoi ne préviens-tu pas les gendarmes, juste pour marquer le coup? Oh, je veux pas leur faire perdre leur temps, surtout en ce moment. Ils me répondront avec raison qu'ils ont d'autres chats à fouetter, que cette petite histoire est banale. Coutumière, quoi, ce qui est vrai. D'ailleurs, que veux-tu qu'ils fassent avec le bordel actuel et avec tous les excités qui courent la brousse? Leur seule présence passerait pour de la provocation pure et simple. On ne va quand même pas déclencher une émeute pour une génisse abattue. Mais je vais néanmoins aller remonter les bretelles d'Amédée, même s'il n'en porte pas pour tenir son pagne. Ici, on dit un manou, le taquina Béatrice. Je sais, mais je n'en ai rien à cirer de leur jargon, et crois-moi, c'est en français qu'il va m'entendre. Sois prudent, dit-elle en lui caressant la joue du revers de la main. Il comprit que de le voir partir jusqu'à la proche tribu la rendait plus inquiète qu'elle ne le laissait paraître. Il était vrai que les récentes émeutes qui avaient embrasé les faubourgs de Nouméa, du côté de Saint-Louis, et qui, disait-on, avaient aussi poussé vers l'intérieur des jeunes indépendantistes en armes, ne simplifiaient pas les rapports entre les ethnies, tant s'en fallait. La situation, même si elle paraissait stabilisée,
n'en était pas moins toujours explosive, dangereuse. « Qu'est-ce que tu lui apportes cette fois » lui demanda-t-elle alors qu'ils entraient dans la maison. Elle faisait allusion à l'absolue nécessité de ne pas arriver les mains vides pour entrer sur les terrains de la tribu, et surtout pour parler au chef. La coutume, toujours elle, exigeait un présent, fût-il symbolique. « Je ne sais pas. Parole, ils me cassent de plus en plus les pieds avec leurs coutumes. Je te jure, on marche depuis 20 ans ou presque sur la Lune, et ici, on s'emmerde encore avec des traditions qui datent de la préhistoire et qui finissent par me sortir par les yeux. Tout cela est aussi dérisoire que le folklore limousin ou berrichon. »« Toi, tu m'as l'air en pleine forme, dit-elle en lui caressant de nouveau le visage. Mais, monsieur Vial, sauf votre respect, on pourrait vous répondre que nul ne vous a obligé à venir vous enterrer ici, sur ce caillou, et à y rester. Et puis moi, j'aime bien le folklore, na. »« Tu as raison, comme toujours, dit-il, soudain calme. Tiens, passe-moi une boîte de cigarillos, je sais que ce filou d'Amédée en raffole. » Vu la vitesse à laquelle il roulait, ce fut sans doute parce que le ciel était avec lui que Dominique évita la demi-douzaine de cerfs qui trottinaient au milieu de la piste défoncée. « Saloperie de bestiaux, c'est une vraie vérole !» grogna-t-il en rétrogradant brutalement, ce qui eut pour résultat de faire grincer les pignons malmenés du 4x4. « Et je parie que ces salauds viennent de s'empiffrer de maïs, pensa-t-il en jetant un coup d'œil vers sa droite, en direction de l'immense champ où croissait du maïs fourrage semé 1 mois plus tôt. L'ensemble était beau, dru, mais déjà, par plaques, là où le sous-sol était rocailleux, la sécheresse commençait à sévir. Ah, ça aurait bien besoin d'une bonne averse, mais à voir le ciel, elle n'a pas l'air pressée de tomber. Il ralentit encore pour mieux observer les endroits où les feuilles se flétrissaient un peu. Ce spectacle lui déplut, et sa colère, un peu apaisée grâce à Béatrice, se raviva. Il en voulait soudain à la terre entière. « Et l'autre farceur n'a pas intérêt à se foutre de moi », songea-t-il en accélérant. Il n'avait pas beaucoup de sympathie pour Amédée Coutia, et regrettait le temps où son père, le vieux Jérémie, était chef de la tribu. Avec lui, la coutume, les palabres, et tout ce qui en découlait, ne donnaient pas, comme avec Amédée, cette impression artificielle. Car le vieux Jérémie, malgré tous ses côtés madrés, s'imposait et s'affirmait vraiment comme le chef et le responsable, au sens noble du terme, de toutes les familles qui dépendaient de lui. Certes, il abusait un peu de son expérience et de la sagesse qu'elle était censée lui donner. Il devenait même parfois lassant lorsqu'il se piquait de transformer en incontournables symboles sacrés tous les prétendus mystères de la nature et de tout ce qui y vivait, insectes compris. Mais au moins, il paraissait sincère. Il n'en allait pas de même avec son fils. Lui, contrairement à son père, avait fait de bonnes études au lycée de Nouméa. Du même âge que Dominique, il s'était ensuite frotté à la ville en bricolant çà et là, comme contremaître dans différentes entreprises de menuiserie et de charpente pendant quelques années, histoire d'attendre la succession paternelle qui devait lui revenir puisqu'il était l'aîné. C'était chose faite depuis 5 ans. Et Dominique n'avait pas attendu ce laps de temps pour regretter l'époque où le fait d'aller voir le vieux Jérémie relevait toujours de la visite entre bons voisins et non de la corvée, ce qui était souvent le cas depuis qu'Amédée était le chef. Avec lui, Dominique devait vraiment se forcer pour ne pas pouffer de rire lorsqu'il se croyait tenu de jouer au vieux sage, à l'homme en parfaite et permanente symbiose avec l'âme des ancêtres et de la terre. Cette terre sacrée qui portait en elle cette racine tout aussi sacrée qui avait nom igname. Venant de Jérémie, tout cela avait un sens. Le désuet s'effaçait devant le poétique et nul n'y trouvait à redire. Dans le fond, sans aucune affectation ni snobisme ni calcul, et c'était bien ce qui le rendait touchant, le vieux Jérémie tenait de bonne foi un langage qui aurait fait balbutier de joie, mis en transe et pleurer de bonheur les quelques benets écolos bontins, style Babacool et Peace and Love, que Dominique avait rencontrés au hasard de ses pérégrinations à travers le monde. Mais lorsque son fils, qui roulait en Mercedes et payait ses achats dans les magasins de Nouméa avec sa carte bleue, se piquait des mêmes démonstrations, cela devenait grotesque, du moins pour Dominique. Or, il n'hésitait jamais à pérorer pour peu que ses interlocuteurs lui en laissent la possibilité. Il devenait alors intarissable. Dominique savait tout cela depuis qu'il avait parfois affaire à lui, ce qu'il goûtait peu. Ce fut donc animé par une mauvaise humeur à la limite de l'explosion qu'il s'arrêta non loin de la case d'Amédée.
Il le trouva assis dans un fauteuil en rotin, à l'ombre d'un banyan, en train de lire un hebdomadaire tout en écoutant la musique que diffusait un énorme poste à transistor. À ses côtés, une bouteille de jus de fruits vide, voisinant avec sa sœur jumelle, aux trois quarts pleine, indiquait qu'Amédée avait dû s'installer là au milieu de la matinée et qu'il entendait bien y rester jusqu'à l'heure du repas, ce qui n'allait pas tarder. Il salua Dominique, accepta la boîte de cigarillos, se levant enfin pour serrer la main de son visiteur et, signe de bonne volonté, lui offrit une papaye. « L'été commence de bonne heure, n'est-ce pas ?» dit-il en étouffant un bâillement dans sa main. « Mon père, qui savait lire dans les nuages et le vol des guêpiers, me disait toujours… » « D'accord, coupa Dominique, l'été est en avance, il fait chaud, mais je ne suis pas là pour parler de la météo. »« Ah bon ?» fit Amédée, en se rasseyant pour bien prouver qu'il avait toute sa journée devant lui. « Écoutez, » attaqua Dominique, « j'ai encore trouvé une de mes bêtes abattue par les braconniers. C'est la 4e en 11 mois, et c'est beaucoup trop. Lorsque mes patrons apprendront ça, ils seront fâchés, très. Eh bien, ne leur dites pas. Et puis, ils sont tellement riches. Vous avez combien de têtes sur votre station ? Là n'est pas la question. » éluda Dominique, peu soucieux de se laisser entraîner sur une pente où l'autre aurait beau jeu de le harceler au nom de la possession ancestrale, inviolable et éternelle, de certaines terres. « Et le problème, il est où alors ? Vous n'insinuez tout de même pas que ce sont des gens de chez moi qui viennent piller votre stock. » « Je n'insinue rien du tout, je vous demande juste si par le plus grand des hasards, vous n'avez entendu parler de rien au sujet de 2 cuisseaux et d'une épaule de génisse. »« Ma foi, non. Pourquoi ? Je devrais ? Vous savez, même si nous ne sommes pas riches, nous avons de quoi nous nourrir. »« Je n'en doute pas une seconde, » dit Dominique, avec un coup d'œil insistant, en direction de la Mercedes rouge cerise garée à l'ombre d'un énorme bananier. « Je sais que vous avez de quoi acheter un quartier de bœuf. Mais vous avez fait la fête ici, samedi, non ? Oui, un mariage. Et alors, c'est interdit ? Tenez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.